Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer le sujet des boues de vidange et de leur gestion. Dans beaucoup de localités au Bénin, la question de l'assainissement est tout entière, un casse-tête pour les collectivités locales et les pouvoirs publics. Quelles solutions appropriées trouver à ce quotidien qui nous hante? Mieux, ne peut-on pas tirer de choses positives dans une bonne gestion de ces déchets? C'est l'objet de nos débats axés autour du thème « La gestion des eaux usées et des boues de vidange participe-t-elle à la lutte contre les changements climatiques avec comme option l'atténuation ou l'adaptation ?» Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau, d'abord et à ma gauche, Zita Tometi, spécialiste eau et assainissement. Elle est sur ce plateau en tant que représentante des consommateurs. Bonjour, Madame Zita Tometi. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et en face de vous, et à ma droite, Monsieur Modeste Chinkon, qui est chimiste environnementaliste, qui va nous éclairer sur les différentes notions, contours techniques du sujet et les possibilités de revalorisation des boues de vidange. Monsieur Chinkon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Chimiste. Alors, rapidement, avant de planter le décor, je vous invite à suivre cet élément réalisé par nos reporters pour constater justement l'absence de toilettes publiques dans une localité dans la commune de Semekoudji. Bienvenue à Gbakpodi. Nous sommes ici dans l'arrondissement d'Agbangandan, commune de Semekoudji. Les habitants de ce village lacustre, pourtant situé au bord du fleuve Ouémé, entre Porte-Novo et Cotonou, ne disposent pas de lieu de défécation. Du moins, le seul trouvé sur place se situe à l'entrée du village. Et pour y accéder, il faut débourser 50 francs. Face à la contrainte induite par la distance, lorsque l'envie presse, c'est la berge lagunaire qui reçoit les matières fécales. C'est sur la berge lagunaire que les populations défèquent. Vous ne pouvez même pas y accéder. Il y a plein de matières fécales le long du fleuve. Et lorsque vous y accédez, c'est une forte odeur nauséabonde qui vous repousse. Conscients des conséquences que pourrait engendrer la situation, les riverains lancent ce qui est pour eux un énième cri de cœur. Nous n'avons pas de toilettes. Nous sommes obligés de déféquer à l'air libre. Nous souffrons. Parfois, nous creusons de petits trous pour nous soulager. Mais les enfants, c'est au bord du fleuve qu'ils se mettent à l'aise. L'accès à l'eau potable est l'autre difficulté que rencontrent les habitants de Gbakpodi. À défaut de se rendre dans le village voisin, c'est ce cours d'eau qu'ils utilisent pour le bain, la lessive et autres besoins. Parfois, c'est l'eau du fleuve que nous utilisons pour nos bains. Et c'est souvent source de maladies. Nous souffrons parfois des maladies de la peau et nous ne faisons que le tour des pharmacies. Retour sur ce plateau pour planter maintenant le décor. Je rappelle que nous sommes avec Madame Zita Tometi, spécialiste eau et assainissement, qui représente sur ce plateau les consommateurs. Et en face d'elle, Modeste Tiengo, qui est chimiste environnementaliste. Ma première question va aller justement vers le spécialiste. En adoptant une démarche pédagogique, qu'est-ce qu'on peut entendre déjà par bout de vidange, M. Chinkon? Merci, monsieur le journaliste. Bout de vidange, c'est simplement les déchets de digestion. Ou, dit simple, c'est les excréments. Les excréments mélangés à tout ce qui est déchets de digestion, urine et consorts, c'est ça que nous appelons bout de vidange. On peut les appeler excréta. Alors, vous avez suivi un peu la vidéo tout à l'heure. Quel est le premier sentiment que vous avez, que vous éprouvez, Madame Tometi, quand vous voyez comme ça des populations, d'ailleurs que vous représentez et que vous défendez, vivre dans des conditions où il n'y a même pas de latrine? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir puisque c'est quelque chose qui se passe sous nos yeux, tous les jours. Mais on ne taille pas trop d'importance à On cela. a l'impression qu'on est à un autre siècle quand même, jusqu'à manquer des toilettes. Malheureusement, puisque au travers de la vidéo, nous voyons là une défécation sauvage à l'air libre. Mais la localité qui est présentée n'est pas loin de Cotonou. On se croirait au fin fond du Bénin.
Alors, entre autres conséquences, par l'insalubrité, la contamination et les maladies, il y a quand même des gaz qui sont produits à partir justement de ces boues de vidange. Monsieur Tchinkou, dites-nous quels sont les gaz auxquels sont exposés justement à la fois la nature, mais aussi les populations environnantes. Oui, d'abord, quand nous parlons des excréments, c'est des sources potentielles de méthane. Le méthane qui est un gaz à effet de serre, et de même que le protoxyde d'azote, qui sont des émanations, bien sûr, et qui sortent, bien sûr, de la pourriture et de la dégradation des boues de vidange. Alors, quand on lance, on défèque à l'air libre, ou bien on va déverser les boues de vidange à l'air libre, c'est des sources potentielles de ces gaz. Et ces gaz agissent sur l'atmosphère et participent au réchauffement climatique. Mais Madame Tometi, est-ce que les populations que vous rencontrez souvent et que vous représentez ici se rendent compte un peu de ces dangers justement auxquels elles sont exposées? Je dirais que toute la population ne se rend pas compte du danger, puisque nous-mêmes, en tant que consommateurs, nous adoptons certains gestes qui nuisent gravement à notre santé. Vous voyez, lorsque nous jetons des eaux usées dans la nature, au niveau de la cour des maisons, sur la voie publique, nous nous rendons malades sans vraiment s'en rendre compte. Et bizarrement, nous voyons de ces pratiques, ça se passe, lorsque vous allez, je donne juste un petit exemple. Lorsque vous allez au niveau des marchés, tout le monde connaît le grand marché de Cotonou. Vous voyez les bonnes dames qui vendent. Mais lorsqu'elles lavent l'eau de vaisselle, c'est directement déversé dans la nature. Si leur lieu de prédilection n'est pas à côté des caniveaux, c'est que lorsqu'elles lavent les assiettes, la vaisselle, l'eau est jetée directement dans la nature. Et dans cette eau, vous avez les débris de nourriture, les sachets, tout est jeté dans la nature. Est-ce qu'il y a un danger à cela? Bien sûr qu'il y a un danger à cela. Puisque je viens de dire, on jette dans la nature, tous ces déchets se décomposent dans la nature. D'ailleurs, ça contamine d'abord l'eau que nous utilisons, ça contamine l'eau que nous utilisons. Même nous aussi, les déchets qui sont là, ça se décompose, c'est le nid de prédilection des moustiques. Et ces moustiques reviennent nous piquer. Et bonjour les maladies. Alors, nous parlons à la fois de boues de vidange que nous mettons aussi à côté des éléments liés au changement climatique. D'abord, qu'est-ce que c'est les éléments de changement climatique? C'est quoi un changement climatique, monsieur Tchinkou? Oui, monsieur le journaliste, le phénomène du changement climatique, c'est une variation des températures de l'atmosphère et des conditions météorologiques. Et là, sur une longue période. Le phénomène, c'est sur une longue période. Et cela affecte le régime pluviométrique et accentue le phénomène climatique extrême. Vous avez des périodes de sécheresse qui sont très, très rudes, avec beaucoup de chaleur, avec des épisodes pluviométriques très rudes, ce qui crée beaucoup d'inondations, beaucoup de sécheresse, les eaux de surface qui s'assèchent. Voilà autant de phénomènes liés au phénomène du changement climatique. Alors, la gestion des boues de vidange, c'est une question d'assainissement. C'est une question d'assainissement. On met cela à côté des changements climatiques. Est-ce qu'il y a un lien a priori? Oui, il a un lien. Je viens de le dire, il a un lien. Les boues de vidange comportent ce que nous appelons les polluants organiques. Et ces polluants organiques, en contact avec l'oxygène, créent des émanations, des émissions de gaz que je viens de citer, comme le méthane, comme le protoxyde d'azote et même le gaz carbonique. Et tous ces émissions de gaz agissent sur l'atmosphère et créent le réchauffement de l'atmosphère. Et c'est ça, le changement et le réchauffement climatique. Madame Tometi, on a l'impression que quand vous parlez d'eau usée jetée sur la route, que les conséquences sont essentiellement sanitaires. Alors que M. Dicon vient de montrer qu'au-delà de la santé, il y a quand même l'environnement, il y a quand même aussi la nature qui en prend un coup. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas seulement sanitaire, mais économique, il y a l'aspect économique qui est là. Plus les eaux usées nous rendent malades, plus il y a des dépenses en santé. Et plus il y a des dépenses en santé, ça veut dire que nos poches souffrent. Mais dans l'environnement aussi, il y a les odeurs nauséabondes qu'on sent un peu partout. Ça nous rend malades. Vous voyez? Et plus je disais tantôt qu'il y a des dépenses en santé,
Et également, il y a le pouvoir d'achat qui baisse. Tout l'argent collecté sera versé dans la santé. Là, ça ne nous fait pas du bien. Pas du tout du bien. Mais là, on a souligné tous sur ce plateau qu'il y a quand même des conséquences assez graves, en tout cas pour la santé, l'économie, la nature, l'environnement, etc. Mais la population qui se trouve dans une condition où elle n'a pas, ma foi, une latrine où faire ses besoins, elle n'a pas quelque part où verser ses eaux usées, elle n'a pas quelque part où déposer ses ordures, comment est-ce qu'elle se débrouille, Madame Tometi? Oui. On dit souvent, on ne peut pas souffrir à la fois de deux mots. Être pauvre et être malade. Non. Nous sommes pauvres, c'est un fait. Mais être malade, non. Avec nos moyens de bord, je crois qu'on peut se défendre. La population n'a pas les moyens, certes. Mais personne ne viendra nettoyer l'environnement dans lequel nous sommes. Il faut une dose de sensibilisation de la population. Peut-être que la population ne fait pas ignorance. Elle ne le sait pas. J'en appelle vraiment à l'information de la population. Après l'information, il faut une éducation. C'est vrai que tout cela, ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais peu à peu, on y arrivera. Monsieur Chécon, je posais la question tout à l'heure à Madame Tometi. On reproche à la population de jeter les eaux usées dans la nature, dans la rue, parfois même dans le goudron. C'est à peine si elle ne manque pas de les jeter à la figure de l'usager qui passe. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute quand à la maison, elle n'a pas où justement confier ses eaux usées-là, quand elle n'a pas quelque part où déposer ses ordures, quand elle n'a pas les moyens de s'abonner par exemple à un système de collecte de déchets? Oui, cela nous interpelle l'État, interpelle les collectivités locales, et parce que, vous savez, nous avons des tests qui réglementent le quotidien des populations. Qu'est-ce que nous faisons de ces tests? Les tests prévoient le cadre de vie sain. Comment gérer son cadre de vie? La loi 2022-04, la loi sur l'hygiène publique, votée il y a cela à peine un an, cette loi est là et prévoit comment le cadre de vie devait être réglementé, harmonisé, assaini, pour que chacun puisse vivre mieux dans son cadre. Et cela, comme le dit Madame... Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, en fonction de cette loi que vous avez citée, l'État a les moyens véritablement d'assainir toute l'étendue du territoire national et d'éviter aux populations d'aller déposer les eaux sur la place publique? Non, je crois que l'État n'a pas les moyens d'aller tel que vous êtes en train de le dire. Mais la loi prévoit que en tant que propriétaire, vous avez d'abord, avant de réaliser votre ouvrage, vous devez être détenteur d'un permis de construire. Le permis de construire qui prend en compte tout ce qui est ouvrage d'assainissement, ouvrage de gestion de ces eaux usées, ouvrage pour que le cadre de vie puisse collecter ces déchets et pour en faire un usage donné. Malheureusement, vous savez, avec le retard que nous avons dans tout ce qui est politique d'urbanisme chez nous, l'État a souvent de retard dans la mise en place de ces infrastructures. On laisse les populations s'installer, d'accord, de façon anarchique, sans un minimum d'ouvrages sains, d'ouvrages pour pouvoir assainir le milieu. Parfois, c'est la population qui oblige l'État à... Voilà, c'est la population qui oblige. Or, normalement, ça devait être... ça devait être l'élément contraire. L'État devait anticiper. Et ça, c'est là les mesures aussi d'adaptation. L'État devait anticiper, mettre en place les ouvrages qu'il faut avant que la population n'aille s'installer. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer les risques associés aux impacts des changements climatiques? Oui, les risques, d'abord, il faut connaître les risques. Les risques, vous savez, quand il y a inondation, vous savez, à Cotonou, dans les grandes villes, l'inondation, vous allez voir que les latrines sont submergées et l'eau remonte. L'eau remonte, rentre dans les ménages. Et comme le dit Madame, alors ces eaux viennent créer des ennuis de santé pour la population, des maladies hydriques. Et en période de sécheresse, vous savez que quand la température est très forte, cela agit sur les matériaux de construction. Et vu la qualité des ouvrages d'assainissement que les gens font, qui ne sont pas de bonne qualité parce que non réalisés par des professionnels,
alors cela impacte négativement la qualité de ces ouvrages. Et vous avez des toilettes, des latrines qui sont de très mauvaise qualité. Et les voies d'accès pendant les saisons pluvieuses aussi sont très mal entretenues, ce qui fait que les camions n'ont pas la possibilité d'aller au fin fond pour faire ce genre d'opération de vidange. Maintenant, comment faire pour pouvoir diminuer tout ça? Il y a deux types de mesures qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Il y a des mesures d'adaptation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le camion de vidange qui fait l'opération de vidange puisse circuler normalement? Il faut que l'État prenne la responsabilité de mettre en place des voies d'accès. Des voies d'accès. Pour que, en saison pluvieuse, ces voies d'accès ne soient pas dégradées. Il faudrait qu'on ait des toilettes étanches qui ne prennent pas l'eau à chaque saison pluvieuse. Alors, pour remonter en surface, là, c'est des mesures d'adaptation. Alors, il faut aussi des mesures d'atténuation. Comment faire pour que nous puissions empêcher l'effet ou bien diminuer l'effet des gaz de serre. Et là, il va falloir que, et là, je crois que nous faut avoir des ouvrages résilients. Donc, la GIZ a fait un travail formidable qu'il va falloir encourager. Ils ont sorti un catalogue sur les options d'ouvrages résilients, adaptés à chaque localité géographique. Il va falloir faire la vulgarisation de ce genre de catalogue. Ça parle de quoi concrètement en termes d'exemple? Ça dit que pour telle zone qui est une zone inondable, le type d'ouvrage d'assainissement il faut mettre dans cette zone. Pour une zone qui est en hauteur, quel type d'ouvrage il faut mettre? Une zone qui est dans les collines, quel type d'ouvrage il faut mettre? Ça, un travail a été fait. Et là, nous, en tant que citoyens, voulant réaliser notre maison quelque part, nous devons prendre connaissance de ces ouvrages et savoir quel type d'options d'ouvrage d'assainissement nous devons installer chez nous. Oui, mais tout ça est bien beau, Madame Tometi. Il faut un plan, il faut des formes, il faut des conditions, il faut des règles, il faut beaucoup de choses. Mais vous connaissez très bien la culture du Béninois qui veut avoir sa maison à lui, même s'il n'en a pas tous les moyens qu'il faut. Alors, tels que les éléments sont définis là, est-ce que ça répond véritablement au contexte socio-culturel du Béninois qui veut avoir sa maison, même s'il n'a pas les moyens de la construire, en tout cas en termes de qualité? Tout à fait. Vous savez, nos clients, nous n'avons pas les moyens. Les conditions de vie sont difficiles. Mais les retombées, c'est nous qui les avons au prime abord. C'est pour cela, en tant que consommateur, en tant que ménage, moi, je pense que nous devons faire l'effort de faire réaliser nos ouvrages d'assainissement qui respectent les normes tout au moins. Et cela, les faire réaliser par des professionnels du métier. Tout à l'heure, M. Tchékou, dans son intervention, disait que la GIZ a fait sortir un catalogue. Moi, je n'avais pas cette information. Et je parie que beaucoup de Béninois ne sont pas informés. Et là, c'est un plaidoyer que je fais. Le plaidoyer va consister à vulgariser ce document pour que chaque Béninois ait connaissance de ce document, pour que chaque Béninois sache que dans telle zone où je suis, c'est tel ouvrage qui est adapté à ma zone pour éviter les risques de submersion, d'effondrement, comme M. Tchékou l'a dit. Donc, et aussi, par rapport au bout de vidange, il a souligné tout à l'heure, je crois que pour permettre à tout un chacun de nous d'avoir quand même accès à ce service, je crois que ces opérateurs doivent être subventionnés. Ceux qui vident nos latrines. Bien sûr, il faudrait qu'ils soient subventionnés. Alors que c'est des privés qui les ont. Oui, justement, il faudrait qu'ils soient subventionnés afin que le coût de vidange revienne moins cher à nous qui sommes consommateurs. Donc, je crois que c'est l'élément principal. Si on peut vulgariser ce catalogue réalisé par la GIZ, ça serait chose formidable. Chose formidable. Alors, un dernier tour de table. Je voudrais qu'on se prononce sur ce qu'on peut tirer de positif parce qu'on a l'impression que nos eaux usées, nos déchets à la maison, les contenus de nos latrines sont forcément des choses très mauvaises dont il faut se débarrasser à tout prix, alors qu'il y a quand même des choses positives qu'on peut tirer de cela. Et surtout, comment est-ce qu'il faut aider les entreprises, comme vous les aviez citées tout à l'heure, qui aident à vider ces latrines-là, à mieux les gérer, à surtout les déposer aux meilleurs endroits afin que cela évite de revenir d'une manière ou d'une autre dans nos plats. Alors, comment est-ce qu'on positive les choses liées justement
à ces différents éléments dont nous parlons depuis longtemps. Je peux commencer par Madame Tometi. Oui, je crois qu'en tant que consommateurs, nous avons notre part de responsabilité. Je l'ai dit tantôt, il va falloir que nous réalisions des ouvrages d'assainissement qui répondent aux normes, que nous évitions quand même de jeter les eaux usées dans la nature, qui nous reviennent et qui nous rendent malades, et que nous nous référions aux services spécialisés en cas de questions, en cas de préoccupation. Monsieur Chikon? Oui, monsieur le journaliste. Quelle chose positive tirée d'un bout de vidange, oui, vous savez, des déchets domestiques? Oui, Victor Hugo disait que nos cacas là, c'est des richesses cassées. Oui, c'est des cacas. Vous êtes raté pour que les gens comprennent. Oui. C'est une richesse cachée. Ah, oui. Et je crois que l'État doit en faire une priorité et mettre en place une chaîne de valeur pour la gestion des boues de vidange. Parce que c'est une chaîne du maillon qui collecte, du maillon qui transporte, du maillon qui traite et du maillon qui valorise. Et comme l'a dit madame, si nous mettons en place cette chaîne de valeur avec des mécanismes de gestion, des mécanismes pour que on puisse mettre en place tout ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire que la chaîne la plus faible doit être soutenue un peu par la chaîne la plus forte, pour que ce secteur soit un secteur modernisé dans notre pays. Est-ce qu'il y a des actions déjà posées qui montrent qu'on peut tirer des choses? Oui, il y a des actions déjà posées, il y a des actions déjà posées par le gouvernement. Je sais que dans certaines grandes villes comme Abomey-Calavi, Semenkoji, Parakou, il y a des projets de construction des stations de collecte des bouts de vidange. Je crois que c'est un chantier qui est... Ça sert à quoi, les bouts de vidange? Les bouts de vidange, c'est pour valoriser les bouts de vidange. Alors, parce que valoriser, ça veut dire que de ces bouts de vidange, on peut tirer beaucoup de choses, le biogaz pour nos ménages, l'électricité pour faire fonctionner. On peut partir de nos bouts de vidange pour avoir l'électricité. Voilà, de l'électricité. Dans certains pays, c'est les bouts de vidange qui alimentent les zones périurbaines, les zones rurales, surtout. C'est les bouts de vidange, l'énergie tirée de ces bouts de vidange. On peut faire de ces bouts de vidange des engrais, des fertilisants. C'est les meilleurs fertilisants au monde, d'ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est beaucoup de choses qu'on peut tirer du traitement des bouts de vidange. Vraiment, merci beaucoup à vous deux. Je rappelle que sur ce plateau, j'avais Madame Zita Tometi, spécialiste eau et assainissement, qui a représenté les consommateurs sur ce plateau. Madame Tometi, merci beaucoup d'être passée par ici. Merci. Je voudrais dire aussi merci à Monsieur Modeste Chinkoun, chimiste et environnementaliste, qui nous a aidé un peu à comprendre les contours techniques de ce sujet que nous avons évoqué sur ce plateau, la gestion des eaux usées, des bouts de vidange. Est-ce qu'elle participe à la lutte contre les changements climatiques? Vous aviez vu, en tout cas, les apports des uns et des autres et surtout les solutions préconisées. On peut partir des contenus de nos latrines pour produire de l'électricité, pour produire de la matière à amender le sol dans l'agriculture et bien d'autres choses. Encore une fois, merci à vous d'être passé par ici. Et un double merci à vous qui êtes restés en notre compagnie à suivre cette émission. Je dois dire merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bien à vous et à la prochaine. Roi, sauvez-nous. La situation devient inquiétante. Dans la maison de Aladji, tout le monde a la diarrhée. Chez votre couturier, c'est la fièvre et le vomissement. Sauvez-nous. Garde. Dites au conseiller d'aller constater la situation et qu'il conduise tous les malades à l'hôpital. D'accord. Docteur, sauvez-moi. Hey. Mon ventre. Papa. Docteur. Avez-vous été en contact avec les eaux sales ou des bouts de vidange ces derniers temps? Il y a eu la vidange de notre WC avant-hier et ils ont tout déversé dans la brousse. Aussi, il y a les eaux usées du puisard qui ont été déversées dans le caniveau. Parfois, on les aidait avec nos seaux d'eau. Hein, docteur? Et hier, il y a eu beaucoup de mouches et elles se déposaient sur nos aliments. Hey, docteur. Papa,
Les résultats que je vois là proviennent des bactéries dues à l'utilisation des eaux très souillées. Ne savez-vous pas qu'il y a des professionnels pour la vidange dans le pays et que vous ne devez jamais utiliser vos ustensiles de maison pour ça?